Et le premier invité de la rédaction, c'est Zakaria Firano. Vous êtes économiste. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Midi 1 TV. On va parler de cette décision qu'on vient d'évoquer dans la Story Echo avec Oumar Baldé, la décision de Banque El Marley de maintenir son taux directeur inchangé, mais surtout ses prévisions pour l'économie marocaine. Alors quand Banque El Marley prévoit une croissance, par exemple, de 5,6%, c'est-à-dire un point de plus que ce qui est inscrit noir sur blanc dans la loi de finances pour 2026. Est-ce que vous pensez que Banque El Maghreb est très optimiste ou alors est-ce que c'est au regard de ce qui s'annonce pour l'économie marocaine avec, comme l'a dit Oumar Baldé, les investissements et la campagne agricole très prometteuse annoncée? Premièrement, merci de l'invitation. Et donc, pour analyser un peu la décision, je dirais les statistiques qui ont été affichées par la Banque centrale du Maroc, Banque le Maghreb, il faut dire que l'année 2026 s'annonce d'ores et déjà, je dirais, une année optimiste pour le Maroc, surtout par rapport aux réalisations prévues pour l'année agricole. On va tabler sur une production qui va dépasser la moyenne généralement que produit le Maroc, soit les 70 ou 65 millions de quintaux. On va partir jusqu'à 85 millions de quintaux, mais pas uniquement. Les retombées sont également indirectes sur le marché du travail, parce qu'on sait que l'agriculture et l'emploi à peu près plus de 40% de la force du travail marocaine, et donc automatiquement, nous aurons aussi des rebondissements positifs sur la consommation, qui est le moteur de croissance le plus dominant en matière de croissance économique au Maroc. Il y a également un élément fondamental qu'il faut citer, c'est que nous avons également changé de cap en matière de croissance du PIB non agricole que nous avons durant les 3 dernières années, ça veut dire, bon, pas 3 dernières années, mais 2025, 2026, 2027, nous serons à des taux qui seront aux alentours de 4,5% en moyenne, sachant que les années d'avant, on ne dépassait pas je dirais, le plafond de 4%. Et donc, automatiquement, nous avons tous les éléments qui se conjuguent pour une croissance, je dirais, qui dépasse les 5,6% ou qui vont atteindre au minimum les 5,6% pour l'année 2026. Mais ce qui est le plus important à signaler, c'est que cette croissance vient et elle est tributaire de la croissance du secteur agricole qui va dépasser les 15%. Il faut rajouter à ça, c'est que les prévisions de Banque El Maghreb, ils retiennent également cette demande étrangère et aussi cette capacité à exporter de l'industrie marocaine et de l'ensemble des secteurs marocains. Et donc, ce qui est normalement aussi, je dirais, pris de façon très positive par la Banque centrale. Si on n'introduit pas les éléments qui sont en train de se réaliser au niveau du détroit de Hormuz et aussi par rapport je dirais, au climat un peu d'incertitude, bon, je dirais pas un peu d'incertitude, mais un climat d'incertitude accru qui entoure un peu la situation économique internationale. Mais si les choses rentrent dans l'ordre, ça veut dire si on arrive à une situation, je dirais, de ralentissement de l'incertitude à l'international, on pourrait arriver à 5,6 et encore plus, ça veut dire aller vers les 6% de croissance pour l'année 2026. Rajoutons à cela que Banque El Maghreb, il indique aussi dans le rapport de la politique monétaire que l'année 2027, on va revenir à un taux de croissance de 3,7, ce qui veut dire de façon implicite que l'année 2026 sera une année exceptionnelle pour l'économie marocaine. Et donc après, on va revenir à ce qu'on appelle une croissance de long terme de l'économie marocaine aux alentours de 3,7 à 4% au maximum. Oui, une croissance de croisière, on pourrait appeler ça comme ça. Alors cela dit, Voilà. vous avez évoqué vous-même la guerre au Moyen-Orient avec les incertitudes que ça implique, bien entendu, pour toutes les économies, pour l'économie mondiale et l'économie marocaine en particulier. Banque El Maghreb prévoit ou envisage une inflation qui serait aux alentours de 0,8%. Est-ce que c'est votre avis que c'est un chiffre, disons, optimiste et que ça pourrait être nettement plus important si la guerre devait durer davantage? Très bien. Bon, une question un peu très complexe. Permettez-moi toujours de rappeler que le choc aujourd'hui que vit le monde, ce n'est pas un choc qui est, je dirais, ordinaire. C'est un choc qui est normalement exceptionnel. On ne l'a pas vécu depuis la crise de 1973. Ça veut dire
l'ensemble des chocs que nous avons vécus, je dirais, en matière économique, c'était des chocs Covid-19, c'était un peu la pression inflationniste de 2022-2023, et même la crise de 2028 n'était pas une crise similaire à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La crise aujourd'hui, c'est une crise où c'est un choc d'offres qui s'opère sur, je dirais, sur une logistique internationale en matière de transport et en matière de fluidité du commerce international en matière énergétique. Et là, je pense que les banques centrales, y compris la Banque centrale du Maroc, Banque al-Maghrib, c'est la première fois qu'elle va voir cette situation, ce scénario se réalise à l'international. Et donc là, je ne pense pas uniquement à la Banque centrale du Maroc, mais également la Fédérale Réserve ou la Banque centrale européenne. C'est la première fois qu'elle va établir ce type de scénario qui impacte un peu la situation d'offre à l'international en matière énergétique et également logistique. Il n'y a pas uniquement que ça, mais aussi les canaux de transmission de ce type de choc qui impactent l'offre et non pas la demande sont un peu difficilement comptabilisables. Ça veut dire qu'ils sont des canaux, je dirais, indénombrables sur lesquels la Banque centrale n'a pas encore les moyens, que ce soit technique ou analytique, pour pouvoir les prévoir. Et je m'appuie sur le rapport de la politique monétaire de la Banque centrale du Maroc. Si on le regarde et on le lit dans son dernier chapitre, on va voir un peu le fin chart qui décrit réellement les projections avec l'incertitude de l'inflation et qui permet de voir de façon claire que la prévision de Banque al-Maghrib était une prévision symétrique. Ça veut dire quoi symétrique? Ça veut dire qu'on a considéré que les incertitudes à la hausse ou les incertitudes à la baisse, ils ont la même probabilité de se réaliser. Cela implique quoi? Cela implique ce qui a été dit de façon implicite par le gouverneur, par le wali de Banque al-Maghrib, c'est que la Banque centrale n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir décrire ce que va produire ce choc d'offres à l'international. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je le dirais de façon directe et aussi vraisemblablement scientifique, c'est que les outils qu'ont les banques centrales, et y compris la Banque centrale du Maroc, ne peuvent pas actuellement décrire réellement ce qui va se passer en matière de scénario, de projection à l'international. C'est pour ça que la Banque centrale est sortie avec un chiffre de 0,8% en termes prévisionnels pour l'année 2026. Maintenant, oui. Excusez-moi, mais est-ce que c'est aussi pour jouer la prudence que le taux directeur a été laissé inchangé? Parce que c'est vrai que la Banque centrale aurait pu activer ce levier pour permettre une accélération de la croissance ou une atténuation du choc, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. C'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale ou le Conseil de la Banque centrale, si on reprend ces outils qui sont utilisés, qui sont déployés pour pouvoir prévoir l'inflation, probablement n'ont pas encore tous les ingrédients pour pouvoir projeter et faire une prévision qui tient compte de tous les scénarios possibles et tous les canaux de transmission de cette crise. C'est pour ça que M. Jouari Louali, il a décrit qu'une cellule a été créée de façon instantanée entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et là, je salue cette décision parce qu'on est en train de rentrer dans un nouveau ère de policy mix, donc ce qui est très important, mais qui aussi comporte plusieurs risques, on peut discuter après. Mais aujourd'hui, je pense que la décision qui a été prise par Banque al-Maghrib était une décision un peu délicate. Banque al-Maghrib était en situation très difficile. Est-ce qu'il va corriger l'inflation prévisionnelle? Bon, pour l'instant, il ne voit pas cette inflation dans ses outils. Les outils macroéconomiques et de mobilisation ne permettent pas de le voir. Et également, nous avons une situation économique qui est très favorable. On n'oublie pas les indicateurs macroéconomiques, que ce soit de croissance, que ce soit de déficit budgétaire, que ce soit également de la dette publique, que ce soit aussi du crédit, qui sont des indicateurs en vert. Et donc, la Banque centrale était entre un arbitrage inflationniste, ça veut dire de politique monétaire pure, comme le veut l'orthodoxie des politiques monétaires des banques centrales, et également la question de la croissance et la question de stabiliser et continuer à donner un message positif au marché. Et je pense que si Jouari et le conseil de Banque al-Maghrib étaient dans une situation de sagesse. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les outils qui sont à notre disposition ne permettent pas de capter totalement les simulations macroéconomiques de modélisation et de projection des questions asymétriques lorsqu'il y a un choc d'offres, et donc automatiquement, nous avions des prévisions qui étaient vraiment plus optimistes par la Banque centrale parce que ce choc n'est pas totalement intégré dans le dispositif analytique de la Banque centrale. Et donc, le gouvernement, je dirais, le conseil de la Banque centrale était dans une situation où le choix de maintenir le taux directeur était le choix le plus plausible. Et je le dis, je pèse très très bien mes mots, était le choix le plus plausible compte tenu des informations que nous avons jusqu'à maintenant. Mais en même temps, il faut le dire, que les propos de M. Jouari, lorsqu'il dit « nous avons créé une cellule pour maintenir une situation
ou pour créer une situation de policy mix, ils veulent dire de façon implicite qu'on est en train de travailler sur les canaux de transmission de ce choc d'offres. Et je pense dans 2-3 semaines, si le conflit ne s'arrête pas et si le détroit d'Ormuz n'est pas totalement évacué pour pouvoir libérer les 9 millions de barils qui circulent chaque jour et aussi cette quantité de 10% du commerce international, je pense que la policy mix va agir de façon instantanée et également la Banque centrale aura des réactions peut-être non conventionnelles parce qu'il faut attendre le prochain conseil de la Banque centrale, mais il y aura une politique monétaire non conventionnelle qui sera déployée par la Banque centrale. Et ça, on va le voir sur le marché interbancaire et sur le marché de la Banque centrale en matière d'intervention de liquidité. Donc, pour répondre à votre question dans une phrase, je dirais que l'arbitrage était un arbitrage très délicat entre politique monétaire restrictive inflation, pour lutter contre l'inflation et également une politique qui va garder les acquis en matière économique. Et je pense que les ingrédients en termes de modélisation, de projection et aussi de dispositifs macroéconomiques de simulation, ils ont opté pour la deuxième solution parce que nous n'avons pas encore tous les détails sur ce choc, je le dis, ce choc asymétrique de l'offre qui a touché l'économie mondiale. Oui, Zakaria Filano, je me permets une question peut-être un petit peu subsidiaire. C'est au-delà de Banque al-Maghreb, puisque c'est le gouvernement qui a décidé de réactiver son dispositif d'aide pour atténuer la flambée des prix des carburants, d'aide pour les transporteurs professionnels de personnes et aussi de marchandises. Quelles conséquences, à votre avis, sur le budget? Vous allez me dire que ça dépend de si c'est à long ou si c'est à court terme. Très bien. Bon, premièrement, je vais répondre en deux temps. Premièrement, je pense que c'était une décision qui était normalement sage par le gouvernement. C'est une décision de politique budgétaire qui a été prise par le gouvernement. Et je pense que c'est l'instrument qui a été utilisé aussi en 2022-2023. Et donc, ça va permettre un peu de réduire les impacts directs et indirects sur les coûts de transport et également sur les coûts des marchandises. Et aussi, ça va permettre de dire de façon implicite que le gouvernement, il est là pour pouvoir soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, globalement, je dirais que c'est une décision sage, mais qui s'inscrit dans la même dynamique de 2022-2023. Mais maintenant, d'un point de vue d'économiste, ça veut dire que je parle de ma propre opinion et aussi ma façon de voir un peu l'économie, je dirais que cette décision peut ne pas avoir, je dirais, un impact aussi important sur l'économie marocaine parce que c'est ce que nous avons vécu également en 2022-2023. Et moi, je suis tout à fait convaincu. Bon, premièrement, je dirais pas que je suis pas contre l'idée d'accorder ce qu'on appelle des subventions à des secteurs ou aussi à des acteurs qui sont touchés par les questions, par les flambées inflationnistes et pour maintenir le pouvoir d'achat. Mais les expériences, que ce soit au Maroc, que ce soit aussi à l'international, ils ont démontré que ce type de mécanisme, lorsqu'il s'agit des marchés, il n'est pas aussi perfectionniste et aussi parfait dans la résolution des problèmes d'inflation et de contrecarrer les effets négatifs sur le pouvoir d'achat. Et donc, automatiquement, si je veux répondre à votre question, je dirais sur le plan positiviste, ça veut dire en termes de politique budgétaire, c'est une décision qui reste sage parce qu'il faut contrecarrer les questions d'inflation et contrecarrer le pouvoir d'achat, mais il faut aussi avoir des mécanismes de contrôle sur la détermination des prix et aussi sur la logistique derrière pour maintenir le pouvoir d'achat, mais sur un plan normatif que se veut un économiste, je vais dire que ces décisions, peut-être, on pouvait réfléchir à d'autres mécanismes qui permettront de subvenir ou de garder le pouvoir d'achat. Si, par exemple, voilà, je parle un peu de façon normative, si la guerre dans le détroit d'Ormuz va durer entre 1 mois jusqu'à 2 mois ou 3 mois, on pouvait réfléchir à d'autres solutions qui soient drastiques en matière de correction de l'inflation et aussi de correction ou je dirais de renforcement, de consolidation du pouvoir d'achat. Pourquoi pas ne pas subvenir le prix du gasoil directement? Nous avons la loi qui le permet, nous avons le gouvernement qui a ses moyens et on pouvait subventionner entre 1 dirham et 1,5 dirham sur une période de 2 ou 3 mois. Et cela, ça va permettre d'accalmer la situation sur le marché et également garder ce pouvoir d'achat pendant cette durée. C'est ce qui est établi aujourd'hui dans plusieurs pays suite à cette crise. Sachant que le détroit d'Ormuz, si on est un peu, je dirais, pragmatique dans notre raisonnement, on sait très très bien que les États-Unis et aussi les autres parties du conflit, l'Iran, l'Israël, etc., je pense qu'ils ne vont pas pousser ce conflit plus qu'1 mois ou 2 mois au maximum. Parce que ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Zakaria Filano, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale des médias TV. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur universitaire. Merci encore et excellente journée à vous. Désolé de vous avoir interrompu, mais malheureusement, le temps nous est compté.